Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous présente un jeu de placement d'ouvriers, ben oui, encore, pour 2 à 4 joueurs, mais un jeu de placement d'ouvriers vraiment différent. Il y a très peu, en fait, pas de jeux que j'ai vu qui ressemble à quelque chose comme ça parce qu'on introduit un mécanisme très particulier dans un jeu euro. Il s'agit d'un mécanisme de déduction. On a l'impression un peu en jouant de faire des sudoku. Alors je vous parle de Alchemist, un jeu pour 2 à 4 joueurs bien agréable. En fait, je vous dis ça comme ça, c'est probablement le jeu de placement d'ouvriers préféré de tous les temps de ma femme. Oh là là! L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Alchemist, c'est un peu comme deux jeux en un seul. Avant de parler de l'aspect de placement d'ouvriers, je dois vous parler du cœur du jeu, c'est-à-dire l'aspect de déduction. Alors, il existe 6 potions différentes qui sont illustrées juste ici sous forme de jetons. Les 3 premières que je vais vous présenter sont positives. La potion d'intelligence, de santé et de rapidité. Mais il existe également des potions négatives de paralysie, de poison et de folie. Il existe également 8 types d'ingrédients différents qu'il est possible de récupérer, qu'on voit ici sous forme de cartes. Pendant la partie, ce que vous pourrez faire, entre autres, c'est d'utiliser les cartes que vous aurez ramassées. Et comme n'importe quel alchimiste le ferait, vous pourrez mélanger ces ingrédients ensemble afin de découvrir quel type de potion est-ce qu'on obtient lorsqu'on mélange une plume et un scorpion. Et donc, c'est possible que le résultat nous indique qu'on obtient une potion de folie. Et le but du jeu, du moins un des aspects du jeu, sera de découvrir la composante moléculaire de chacun de ces ingrédients. Mais comment est-ce que ça se traduit concrètement? Eh bien, on doit savoir qu'une application est nécessaire pour jouer au jeu et que l'application génère au début de la partie des composantes moléculaires à chacun des ingrédients. Une composante qui ressemble à ceci, avec 3 couleurs ainsi que des symboles positifs et négatifs. Et donc, lorsque nous allons tester ces ingrédients grâce à l'application, celle-ci nous dira quel résultat on obtient. Par exemple, si l'application sait, mais que nous ignorons que le scorpion a cette composante moléculaire et que la plume a celle-ci, donc ça c'est une information que nous ne détenons pas au début de la partie, qu'on devra déduire plus les tours vont avancer, plus on fera d'essais. Je peux remarquer qu'il y a donc les 3 couleurs, les symboles positifs et négatifs, et pour déduire le résultat d'un mélange entre 2 ingrédients, on doit trouver une couleur qui est commune et qui détient le même symbole. Dans ce cas-ci, on remarque que le bleu dans les 2 cas a un symbole qui est négatif, et on doit avoir ce symbole dans une bulle qui est grande dans un des 2 ingrédients, et dans l'autre, une bulle qui est plus petite. Alors ici, les 2 critères sont donc rejoints. On a la couleur et le symbole qui sont partagés. Nous avons une grande et une petite bulle. Donc ce mélange nous donnerait une potion de folie. Alors que si, par exemple, nous avions eu cette composante moléculaire à la place pour le scorpion, on remarque que celles-ci n'ont rien en commun. Alors, les symboles ne correspondent pas. Si on avait fait le test dans un tel cas, nous aurions obtenu ce résultat pour nous dire que la plume et le scorpion ne donnent rien de bien intéressant. Le jeu vous permet de garder, de conserver toute l'information que vous aurez collectée au sujet de vos déductions de 2 façons différentes. La première est grâce à un petit tableau comme ceci qui va également nous servir de paravent. Alors présentement, on voit seulement une partie sur 3 de l'immense paravent que chaque joueur va garder devant lui. Et en fait, on y remarque les 8 ingrédients qu'on peut récolter avec des colonnes comme ceci qui s'entrecroisent. Lorsqu'on a fait des mélanges,
on peut y ajouter le résultat et l'ajouter dans la petite case qui est là. Mais en plus, on peut se garder toutes sortes de notes sur notre petite feuille individuelle juste ici. Encore une fois, les colonnes représentent les 8 différents objets qu'on peut retrouver et sur celle-ci, on remarque également les 8 différentes composantes génétiques qu'il est possible, moléculaires plutôt, qu'il est possible de rencontrer. Donc, une fois qu'on a fait certaines déductions, on peut par exemple aller barrer celles qu'on est certain de pouvoir éliminer. L'application avec laquelle vous travaillerez pendant la partie est très simple d'utilisation. Une fois que vous l'aurez téléchargée, d'ailleurs, elle est gratuite, vous pourrez utiliser les différentes options qui s'offrent à vous une fois que vous aurez sélectionné nouvelle partie. Un code apparaît dans le haut de votre écran. Tous les joueurs, s'ils détiennent un téléphone intelligent, pourront entrer ce code et avoir donc les mêmes informations codées pour la partie. Si vous voulez tout simplement tester des ingrédients, vous devrez les disposer devant vous à plat sur la table ou sur votre paravent et les scanner comme ceci avec votre téléphone. Normalement, ça se fait assez bien quand on n'a pas un éclairage comme le mien pour faire de la vidéo. Alors voilà, c'est fait, je fais confirmer et nous avons le résultat de cet heureux mélange. Alors les autres joueurs autour de la table ignorent les ingrédients que je viens de mélanger derrière mon paravent. Une fois que mon mélange est terminé, je défausse ces ingrédients face cachée. Par contre, tous les autres joueurs peuvent voir le résultat de mon expérience. Alors tout le monde sait que j'ai réussi à produire une potion rouge positive. Alors moi, je pourrais venir tout simplement noter le résultat du mélange de ces deux cartes, la pâte d'aigle et le champignon. Je sais que ça me donne une potion rouge positive et je viendrai évidemment me prendre des notes sur ma feuille ici pour éliminer certaines composantes que je sais qui sont impossibles. L'application dans ce jeu est une simple aide qui nous est apportée pour valider les informations qu'on voudrait vérifier. Pour ceux qui détestent ou qui sont contre les applications incorporées dans les jeux de société, il existe ce petit plateau qui vient remplacer l'application et donc au début de la partie, nous allons tout simplement mélanger tous les petits jetons d'ingrédients qui sont là. Nous allons les ajouter au hasard et ça nous dira donc la composition de chacun d'entre eux et le résultat qu'ils obtiendraient si on les mélange avec un autre ingrédient. Par contre, si on utilise ce plateau pendant la partie, nous aurons besoin d'un 5e joueur qui ne jouera pas, donc qui ne pourra pas effectuer les actions, qui ne pourra pas jouer au même titre que les autres, qui va agir en espèce de maître de jeu et qui va tout simplement énoncer à voix haute les résultats de chaque mélange. Nous avons juste ici l'un des deux plateaux de jeu. Celui-ci est réservé aux 8 différents ingrédients, à leur composition moléculaire, aux brevets et aux points de renommée qui sont un peu comme les points de victoire dans ce jeu. On commence avec 10 points au début de la partie et on va progresser sur cette piste, plus la partie va avancer. À un certain point, vous aurez collecté assez d'informations pour commencer à émettre des hypothèses sur la composante de chacun des ingrédients. C'est pourquoi vous allez utiliser là, les emplacements sur le plateau central, dont on va parler dans quelques instants, pour aller déposer des brevets et des hypothèses sur ces composantes. Alors ça, il y a une partie de ce mécanisme qui est connaissance publique. Alors vous pouvez consulter les notes que vous avez conservées sur votre petite feuille qui est cachée derrière votre paravent et par exemple, vous pourriez déclarer à tout le monde que vous pensez que la racine de mandragore, eh bien, c'est cette composante qui la définit. Et pour indiquer que vous êtes le premier à avoir émis cette théorie, vous allez sélectionner l'un de vos brevets. Il en existe différents types. Ceux avec des points, eh bien, ça nous indique tout simplement le nombre de points que vous êtes prêt à miser sur la véracité de votre hypothèse. Alors, tout le monde sait que vous pensez que la racine de mandragore est générée par cette composante, mais ça pourrait être un bluff
également, parce que lorsqu'on émet une hypothèse, on marque des points sur la piste de renommée, peu importe ce qu'on a misé. Et il est possible que vous ne soyez pas certain de l'une des composantes. Alors, si par exemple, je suis convaincu pour le rouge et pour le vert, mais que la composante bleue, eh bien, j'en suis pas certain, c'est possible que j'émette un brevet comme ceci, mais en me gardant une porte de sortie. Et donc, ceci, ça serait un bluff. Alors, peut-être que les autres, dans leur prochaine déduction, vont se baser sur l'hypothèse que moi, j'ai émise et peut-être que ça va brouiller les cartes et vraiment brouiller les pistes également. Donc, ça pourrait leur nuire. Et moi, eh bien, ça m'a permis de faire des points en plaçant mon brevet. Et au terme de la partie, une fois qu'on aura tout réglé, les brevets qu'on aura placés vont être dévoilés. On va marquer les points positifs qui y sont illustrés si on avait raison. Aussitôt qu'on aura placé plusieurs brevets dans différentes sections du plateau, il sera également possible d'aller récupérer des petites tuiles comme ceci qui vont s'ajouter à notre plateau personnel, qui vont nous donner des différents avantages immédiatement et à la fin de la partie. Voici donc la seconde partie du jeu, le plateau central sur lequel les joueurs vont planifier, vont effectuer les actions qu'ils désirent faire pendant leur tour. On a donc 8 différents emplacements où les joueurs pourront aller envoyer leurs ouvriers. Au début de la partie, on commence pour le premier tour avec 3 ouvriers seulement de notre couleur, mais dès le deuxième tour de jeu, nous doublerons ce nombre. On aura donc 6 ouvriers et ce jusqu'à la fin de la partie. Mais au début, ce qu'on doit faire, c'est déterminer l'ordre de tour. Nous avons donc juste ici la piste de tour et celui qui détient le marqueur premier joueur sera donc le premier à pouvoir placer sa fiole sur cette piste. Il choisit l'emplacement de son choix et en fait, le joueur qui sera placé en haut de la piste aura tout simplement l'avantage d'être le premier dans la résolution des actions, mais en plus, on devra garder en tête que selon l'emplacement où on se place, nous aurons des récompenses. Alors, plus on est placé dans le haut de la piste et plus on s'assure de résoudre les actions en premier. Par contre, les récompenses sont moindres. Et plus on est placé dans le bas de la piste, eh bien, on s'assure de jouer en dernier. Donc, on résoudra nos actions après tous les autres. Par contre, nous aurons différents avantages très positifs. Entre autres, tout ce qui est dans la rangée de droite, juste ici, représente des cartes ingrédients qui sont piochées à l'aveugle, juste ici. Alors, par exemple, le personnage vert pourrait piocher 2 cartes ingrédients qu'il va ajouter à celle qu'il a en main. Et pour ce qui est de la première, en fait, colonne, juste ici, les petits personnages violets représentent les cartes de faveurs que nous avons juste ici, qui sont des pouvoirs ou des avantages, des règles qui pourront être contournées et qui pourront être jouées pendant la partie. Alors, on a donc avantage parfois à s'assurer d'être dans le haut de la pyramide pour jouer le premier et parfois de vouloir sacrifier justement la première place au profit de quelques avantages. Une fois que l'ordre de tour est déterminé, dans ce cas-ci, on sait que le joueur bleu va résoudre ses actions en premier et ainsi de suite jusqu'au joueur vert en dernier. Il est temps maintenant de planifier ce qu'on prévoit faire. Mais pour ce qui est de la planification, c'est notre dernier joueur sur la piste qui doit y aller en premier. Il sélectionne donc tous les ouvriers auxquels il a accès, dans ce cas-ci au premier tour seulement 3, et va les positionner dans les cases correspondant aux actions qu'il désire faire, qui correspond également à son emplacement sur la piste d'ordre du tour. Dans ce cas-ci, il est dernier, donc il va pouvoir placer ses cubes dans les actions qu'il désire effectuer, mais seulement dans la dernière rangée du bas. On constate juste ici que certains emplacements sont individuels. En ce cas-ci, on peut placer seulement un cube. On le résoudra toujours de la gauche vers la droite, mais nous avons également certains emplacements qui sont doubles. Dans ce cas-ci, eh bien, c'est simple. Puisqu'on résout toujours de la gauche vers la droite, eh bien, on peut commencer par occuper l'emplacement vers la gauche d'abord, mais si on veut y retourner une deuxième fois, dans ce cas-ci, nous sommes obligés d'avoir 2 cubes ensemble pour effectuer cette action. Une fois que ce sera fait, pour tous les joueurs qui pourront se disposer
un peu partout sur le plateau de jeu. Imaginons donc que nous aurions une résolution qui pourrait ressembler à ceci. Une fois que c'est fait pour l'étape de planification, c'est maintenant le temps de résoudre et nous allons suivre cette direction pour la résolution des actions. On commence donc avec la forêt où les joueurs vont pouvoir aller récolter des ingrédients. Et pour ce qui est de la résolution, on commence toujours par la colonne de gauche, du haut vers le bas, et après ça, on fait la même chose pour la colonne de droite. Alors, le joueur bleu pourrait enlever son ouvrier, sélectionner une des cartes ingrédients qui sont ici ou piocher à l'aveugle. On pourrait par exemple décider de récupérer la seule plume de corbeau qui est là. Par la suite, le joueur rouge pourrait sélectionner parmi celles qui restent ou aller à l'aveugle, pourrait récupérer le scorpion. Plus aucun ouvrier juste c'est encore au tour du joueur rouge pourrait décider de piocher à l'aveugle et de conserver la carte. Nous avons ici l'emplacement du sage qui va nous acheter nos cartes ingrédients. Alors dans ce cas-ci, on pourrait tout simplement les défausser. La défausse des cartes se fait toujours face cachée pour aller récupérer quelques pièces d'or. Nous avons ici des aventuriers. Les aventuriers sont des personnages qui vont faire apparition à chaque tour et qui vont vous demander de leur prodiguer un certain type de potion bien précis. Alors dans le cas de notre elfe juste ici, il désire une potion de vitesse, d'intelligence et une potion de poison, peut-être pour empoisonner d'autres personnages. Alors, on ne sait pas ce qu'il veut faire avec cette potion et honnêtement, ça ne nous concerne pas du tout. On est simplement là pour lui remettre. Alors, pour faire ça, si on est le seul joueur qui est allé jouer, on n'a pas de compétition. Dans ce cas-ci, nous allons tout simplement déclarer quelle de ces 3 potions nous allons essayer de lui remettre. Par exemple, la potion d'intelligence et nous devons lui donner une garantie. Alors, est-ce qu'on lui garantit qu'il aura peut-être pas exactement la potion qu'il demande, mais au moins celle-ci sera du bon symbole. Peut-être qu'on va lui déclarer qu'on peut lui assurer exactement la bonne potion. Alors, selon ce qu'on lui garantit et ce qu'on obtient comme résultat, parce que l'application va nous permettre de prouver qu'on est capable de produire cette potion, on obtiendra un certain nombre de pièces d'or. Par contre, évidemment, si on s'est planté complètement et qu'on s'est fourvoyé, on va alors perdre des points de réputation. Nous avons par ici le gérant de la petite boutique louche du coin qui vend des artefacts. Alors nous avons au début de la partie les artefacts de niveau 1 qui ont un coût ainsi qu'un nombre de points qui vont nous rapporter au terme de la partie. Mais en plus de ça, ils vont nous donner un pouvoir qu'on pourra utiliser dans différentes circonstances. Un certain point dans la partie, nous allons remplacer les artefacts qui seront ici par certains de niveau 2, puis un peu plus tard, avant la fin de la partie, par des artefacts encore plus puissants de niveau 3. Pour ce qui est de l'emplacement juste ici, on se souviendra un peu plus tôt que j'ai dit qu'il était possible de faire des bluffs lorsque vient le temps de déclarer les composantes moléculaires de certains ingrédients sur le plateau correspondant. Si vous doutez de la déclaration d'un autre joueur, il est possible de réfuter cette hypothèse. On vient alors placer un ouvrier ici. On devra, à l'aide de l'application, démontrer, prouver en quoi le joueur s'est trompé. Alors, est-ce que c'est parce que la composante bleue ne correspond pas à ce qui a été apposé comme hypothèse? Une fois qu'on l'aura prouvé, si on a démontré que nous avions raison, nous allons pouvoir retirer le brevet de l'autre joueur, apposer le nôtre, marquer des points. Par contre, si c'est nous qui fait une erreur, eh bien, on aura perdu nous-mêmes notre temps. Comme on l'a dit un peu plus tôt, donc, il est possible d'émettre des hypothèses. Voici le lieu que vous devrez utiliser pour ce faire. Chaque brevet que vous allez apposer sur le plateau va vous demander une action, donc un cube ou 2 supplémentaires si vous désirez faire une action supplémentaire. Et pour chaque brevet que vous allez apposer, ça vous coûtera une pièce d'argent. Vous allez marquer un point pour chaque brevet que vous allez poser. Et si, dans l'éventualité, vous voudriez ajouter des brevets
à un ingrédient pour lequel un autre joueur a déjà apposé un de ses brevets. En fait, c'est tout simplement une façon pour vous d'aller faire des points et d'approuver ce que les autres ont fait. Eh bien, vous devrez débourser une pièce d'or à la banque, mais également une pièce d'or aux autres joueurs qui ont déjà déposé un brevet à cet emplacement. Les deux derniers emplacements sont ceux qui vont vous permettre d'aller effectuer vos mélanges, vos expérimentations. Le lieu juste ici est tout simplement de préparer une potion et de la faire goûter par un de vos apprentis. Les apprentis sont un peu stupides puisqu'ils vont boire n'importe quoi et peu importe l'effet de la potion, ils vont accepter d'en boire davantage. Par contre, lorsque vous faites le mélange de vos deux ingrédients, par exemple, si nous avons mélangé un peu de scorpion et une plume et qu'après ce mélange, nous avons obtenu une potion négative, peu importe laquelle, eh bien, l'apprenti va continuer de boire de la potion, pas de problème, mais il va demander une pièce d'or en contrepartie à chaque fois qu'un autre joueur va lui faire boire quelque chose. Alors, en temps normal, tant qu'il n'a pas bu de potion négative, c'est gratuit effectuer des mélanges. Une fois que nous avons testé avec l'application, les ingrédients sont défaussés. Mais aussitôt, par exemple, que moi j'ai effectué mon action, j'ai obtenu une potion négative. Pour les autres joueurs qui restent à effectuer leur action, ça leur coûtera une pièce d'or. Il est également possible que suite au résultat que vous aurez obtenu, qu'ils décident de renoncer à leur action. De façon alternative, vous pourriez décider vous-même de boire la potion que vous êtes en train de préparer. Alors, ça c'est un peu plus dangereux, disons-le ainsi. Par contre, ça ne coûtera jamais rien. Alors, on peut le faire pour éviter d'avoir à débourser quoi que ce soit. Par contre, dans l'éventualité où vous ingériez une potion négative, eh bien, selon la potion en question, vous aurez certains désavantages. Si c'est une potion de folie, eh bien, vous commencez à courir nu dans la ville et vous perdez donc un point de réputation. Si c'est une potion de paralysie, vous êtes condamné au prochain tour à avoir le dernier lieu sur la piste d'ordre du tour. Donc, vous allez résoudre vos actions en dernier, mais vous allez avoir une maigre compensation en retour. Et si vous ingérez une potion de poison, eh bien, l'un de vos cubes va se retrouver à l'hôpital et vous ne pourrez pas l'utiliser lors du prochain tour. Une fois que nous avons complété le tour du plateau et que toutes les actions ont été effectuées, au fur et à mesure les joueurs ont repris leur cube, eh bien on se prépare pour un nouveau tour. Le joueur, et on a un petit rappel ici, le joueur avec le plus de brevets va marquer un point. En cours de partie, il est possible que vous renonciez à vos actions. Dans ce cas-ci, les cubes s'en viennent dans cet emplacement juste ici. Si vous avez deux cubes qui vous appartiennent dans cet emplacement, en guise de compensation, vous pouvez piocher une carte faveur qui s'ajoute à celle que vous auriez déjà accumulée par le passé. Vous récupérez donc vos cubes. Si vous avez des cubes qui sont, ou des ouvriers qui sont à l'hôpital, vous les déplacez juste ici dans l'emplacement des ouvriers inutilisés. Nous avons un nouvel aventurier qui sera dévoilé pour le tour actuel. Il est possible parfois de rencontrer l'une des deux tuiles conférences. Dans ce cas-ci, la tuile va être ajoutée juste ici et elle aura lieu donc avant de mettre en place le prochain tour, une fois que nous aurons effectué toutes les actions de ce tour-ci. Alors, les conférences, comment ça fonctionne? C'est bien simple, c'est qu'au terme de ce tour-ci, tous les joueurs qui auront au moins un brevet d'effectuer vont marquer un point. Par contre, si un joueur n'a pas encore un brevet sur le plateau correspondant, il va perdre un point. On remarque également que c'est à ce moment que nous allons défausser les artefacts de catégorie 1 pour les remplacer par ceux de catégorie 2. Et la prochaine conférence est encore plus cinglante. On devra avoir plus de brevets placés sur le plateau si on ne veut pas perdre des points. Et nous allons donc continuer comme ça pour les manches 1 à 5 avant d'entamer la manche finale. Je vous remontre ici l'application puisque j'en ai parlé brièvement un peu plus tôt. Nous avons justement ici
toutes les 4 actions qui sont disponibles pour les manches 1 à 5, soit de réfuter une théorie qui a été imposée par un autre joueur. Dans ce cas-ci, on sélectionne l'ingrédient en question et on énonce pour quelle couleur nous ne sommes pas d'accord avec son association. Si on désire vendre une potion à un aventurier, on sélectionne la potion que nous désirons vendre. Par la suite, derrière notre paravent, on va scanner nos ingrédients et on va confirmer. Et on va ensuite démontrer aux autres joueurs le résultat que nous avons obtenu et récupérer les gains correspondants. Si on désire faire boire une potion à un étudiant, on vient juste ici. Et si on désire boire une potion par nous-mêmes, voilà l'option que nous devons utiliser. Pour ce qui est de la manche finale, nous avons une dernière action qu'il sera possible d'effectuer. Nous avons un plateau qui va venir s'ajouter parce que au terme de la partie, eh bien, plus personne ne veut boire de potions. En fait, c'est le temps de démontrer nos connaissances. Pour ce qui est de la manche finale, nous pourrons démontrer nos connaissances. Alors, du bon côté, ce serait mieux. Nous allons, par exemple, pouvoir utiliser tous les ingrédients que nous aurons encore à portée de main au terme de la partie pour prouver aux autres joueurs qu'on est capable de produire une potion rouge négative, qu'on est capable de faire une potion de vitesse, d'intelligence, de soin, et tout ça va nous rapporter évidemment de précieux points. Au terme du dernier tour de jeu, tous les points de réputation que nous aurons récoltés vont se transformer en points de victoire. À ceci, nous allons ajouter les points qui nous seront alloués par les différents artefacts que nous avons récoltés. Parfois, certains artefacts vont nous donner des points en fonction de certaines conditions bien particulières en fin de partie. Nous avons également les tuiles que nous avons peut-être récupérées en cours de partie en déposant des brevets sur le plateau correspondant. Il y a également toutes les cartes faveurs que nous n'avons pas utilisées au terme de la partie qui seront transférées contre 2 pièces d'or et au terme de la partie, chaque lot de 3 pièces va nous valoir un point de victoire supplémentaire. Une fois qu'on aura additionné tous ces points sur le plateau, nous allons pouvoir utiliser l'application pour aller dévoiler les réponses, donc dévoiler la véritable composition de chacun de ces composantes. On nous demande ici si nous sommes certains d'avoir terminé la partie. Et nous avons ici donc la solution. Nous pouvons consulter chacun des brevets qui ont été déposés. Il est possible que parfois, eh bien, nous avions déposé un brevet qui était incertain avec un petit point d'interrogation. Dans ce cas-ci, nous ne sommes pas pénalisés. On ne gagne pas de points, mais on n'en perd pas non plus. Alors que si certains brevets ont été déposés avec des points, eh bien, nous allons tout simplement consulter combien de points ont été misés là-dessus. Si nous avions vu juste, on marque ces points, mais si à ce moment, on s'était trompé, nous allons en perdre. Et on fait ça pour tous les joueurs. Au terme de ce décompte, celui avec le plus grand nombre de points sera déclaré grand vainqueur. Alors, Alchemist fait partie de ma collection de jeux depuis vraiment longtemps. Je ne suis pas à 100% certain, mais je crois que ça fait partie des 15 premiers jeux qui ont apparu dans ma bibliothèque. Et il s'agissait à ce moment-là de mon premier gros jeu. Pour un gros jeu, c'en est tout un. Je pense que le livret de règles fait environ 24-25 pages. Et en fait, le jeu est lourd, oui et non. Le placement d'ouvriers est super simple. Pour tous ceux qui sont habitués avec ce mécanisme, vous l'avouerez que en fait, c'est très simple. Il y a peut-être l'aspect de... l'ordre de jeu est seulement en vigueur lorsqu'on résout les actions parce que lorsque vient la phase de planification, il faut l'effectuer à l'envers. Ça, c'est une petite twist bien intéressante, je trouve. Mais pour ce qui est de la résolution, ça se fait comme dans n'importe quel autre jeu de placement d'ouvriers. Mais l'aspect de déduction, c'est ce qui rend ce jeu vraiment unique. On n'est pas habitué de se casser la tête
au niveau de déduction comme ça et de mettre ensemble des informations qu'on a récoltées, de regarder ou de porter attention à ce que les autres ont déclaré ou également comme affirmation et d'être en mesure de déduire est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il bluffe, est-ce que je prends en considération ce qu'il est en train de dire comme si c'était la vérité pour mes prochaines expériences. Alors ça, c'est ce qui rend le jeu si intéressant, surtout au début de la partie où est-ce qu'on ne sait pas si les autres disent la vérité, s'ils émettent des hypothèses seulement parce qu'il y a la pression de la compétition qui approche, qui nous dit il faut que vous ayez placé des brevets parce que sinon vous allez être pénalisé. Vraiment un jeu qui est intéressant. Je vous ai présenté la version de base et je ne suis pas rentré dans toutes les nuances, dans tous les détails, dans toutes les variantes. Il existe une version avancée qui va changer quelques petits points, entre autres l'action de réfuter une théorie qui a été apposée par un autre joueur. Dans la version avancée, on va la rendre beaucoup plus complexe, beaucoup plus profonde également. Je ne vous ai pas parlé non plus de la gestion de certaines cartes qu'on a en main au début de la partie pour aider à trancher les égalités lorsqu'on va voir les explorateurs pour leur proposer nos services, pour leur vendre nos potions. Alors il y a plein de petites nuances comme ça que je ne vous ai pas présentées. Je voulais surtout vous donner un grand aperçu avec la majorité des règles pour vous faire découvrir ce jeu que j'aime beaucoup. Et ma femme m'a déjà dit dans un de nos... En fait, on a déjà fait une série il y a quelques temps qui s'appelait Méca quoi, où on parlait des différents mécanismes de jeu et plusieurs invités apparaissaient pour proposer le jeu qu'ils préféraient avec ce mécanisme de jeu. Ma femme avait fait une apparition spéciale sur la chaîne pour proposer Alchemist en termes de jeu de placement d'ouvriers et selon moi, et selon elle, en fait, plutôt selon elle, c'est l'un de ses jeux de placement d'ouvriers préférés. Je peux comprendre pourquoi, mais c'est un jeu qui est assez long à expliquer dans ses moindres détails, assez long également à jouer si on y joue à 4 joueurs. Là, je pense que ça peut s'étirer jusqu'à facilement 2h30 à 3 heures de jeu. Et il y a toujours une première partie qui est nécessaire pour se familiariser avec l'aspect de déduction, la prise de notes. On en vient à développer un système de prise de notes avec des codes. Moi, je fais des petites étoiles quand je suis convaincu, des points d'interrogation quand c'est les autres qui émettent des hypothèses puis que je suis pas sûr. J'encadre quand je pense que c'est ça, mais que j'ai encore un doute que c'est à vérifier. Je fais des X quand je suis convaincu que c'est pas le cas. On développe un code comme ça. Et ça, c'est peut-être un aspect que j'aime un peu moins du jeu, la déduction. Une fois qu'on a plusieurs parties derrière la cravate, on sait comment ça marche. On sait, on développe des petits trucs qui nous amènent à déduire des informations beaucoup plus rapidement que les premiers, que les novices avec ce jeu. Alors, ça peut donner une certaine longueur d'avance. Mais ce que j'aime, par contre, dans Alchemist, c'est qu'il est possible de mettre de côté, du moins une partie de l'aspect de déduction et de se concentrer sur d'autres choses qui peuvent nous donner des points. Il y a les artefacts qui peuvent nous donner là, de gros pouvoirs qu'on peut utiliser pendant la partie, mais également un paquet de points au terme de celle-ci. Alors, c'est bien intéressant de pouvoir choisir un peu vers quelle branche on peut se diriger. On pourrait même faire une espèce de mélange, d'heureux mélange de ces deux stratégies. C'est donc un jeu qui propose une bonne profondeur, une bonne expérience de jeu. Pour ceux qui sont encore hésitants en ce qui concerne l'utilisation de l'application, moi je vous rassure, l'application est là simplement pour enlever l'obligation d'avoir un 5e joueur qui nous dit quelles sont les réponses, qu'est-ce que ça fait, 2 ingrédients mélangés ensemble. C'est simplement là pour nous accompagner, c'est là pour nous faciliter, nous rendre le jeu plus agréable. Pour moi, c'est vraiment pas un poids, c'est vraiment pas comme ça occupe pas trop de place, c'est pas trop accaparant, c'est pas non plus comme moi aussi, j'ai un peu la difficulté là, avec les applications qui tout à coup apparaissent dans tous les jeux de société, mais dans Alchemist, je suis prêt à dire que c'est nécessaire et que c'est même super qu'ils aient pensé à ça. Alors voilà ce que j'avais à vous dire sur Alchemist. Si vous ne le connaissez pas déjà, je vous invite à l'essayer, à en faire l'acquisition si vous êtes convaincu que vous allez aimer. Il y a même une extension qui est sortie que malheureusement, honte à moi, je n'ai pas encore, mais c'est certain que je vais me la procurer prochainement. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.